Bonjour à tous et à tous, à toutes et à tous. Désolée de vous rejoindre par vidéo aujourd'hui, mais des raisons personnelles m'empêchent d'être avec vous et merci pour votre compréhension. Ça étant, je n'étais pas seule à participer à cette journée puisque Marie-Claude Chenet et Olivier Van Gothem sont parmi vous et donc dans les échanges que vous pourrez avoir, qu'ils soient formels ou informels, ils sont évidemment tout aussi outillés que moi pour débattre avec vous de la question importante qui est mise sur la table aujourd'hui par les trois portes. Alors c'est un regret que je ne suis pas avec vous parce qu'au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, on a décidé depuis un certain temps que la question du droit au logement, la question du droit à la santé, la question du droit à recommencer dans la vie, la question du droit à être écouté dans le rythme qui est nécessaire, etc. Et donc la question de l'élimination du sans-abrisme, et évidemment pas des sans-abri, est au cœur du travail du réseau. Et c'est d'ailleurs de façon déterminée que nous interpellons depuis un certain temps les autorités politiques à tous les niveaux de pouvoir en demandant à ces autorités politiques que leur vision de la réalité des populations qui traversent ce parcours difficile dans leur vie, la vision qu'ont les politiques de ça doit changer radicalement. Il nous semble que ce n'est vraiment pas le bon chemin, et quand je dis il nous semble, on en est certain, de ne pas décider de trouver une solution pour éliminer le sans-abrisme, de ne pas décider d'investir au plan humain, d'investir au plan financier pour ne pas éliminer le sans-abrisme. C'est non seulement une erreur humaine par rapport aux populations concernées, mais c'est aussi une erreur stratégique au niveau de l'organisation du travail social et c'est aussi même une erreur comptable parce que les personnes qui vivent dans la rue, j'ai envie de dire, contraignent à ce que, pas elles, mais le système en tout cas contraint à ce qui est l'organisation de toutes sortes de dispositifs pour mettre des sparadraps compensatoires qui ne servent qu'au mieux à la survie et même pas toujours à la survie et donc coûtent très cher dans le fond pour arriver à un résultat très faible alors que offrir des conditions de reconstruction à des personnes leur permet non seulement de se stabiliser, de se sentir mieux dans leur peau, mieux dans leur tête, d'avoir une meilleure santé et donc d'être des personnes qui se sentent participants à quelque chose de constructif et de positif dans la société. Voilà, donc le point de vue du réseau par rapport à ça, c'est qu'il faut changer radicalement de vision, il faut changer radicalement d'options. Et il faut décider de prendre la direction de la sortie de ce sans-abrisme, comme je le disais tout à l'heure. C'est normal de décider ça parce que finalement une société bien organisée, sainement organisée, respectueuse de chacun de ses citoyens, doit chercher à offrir un espace, une place à chaque citoyen. Une société bien organisée, on le pense au réseau, doit être aussi de permettre à des personnes de rebondir. On peut commettre des erreurs dans la vie, on peut se trébucher, on peut être pris dans des spirales négatives dans un temps de sa vie. Et alors, est-ce qu'une société solidaire, sainement organisée ne doit pas offrir tous les leviers, offrir les dispositifs pour pouvoir rebondir et ne pas rester dans une déglingue assumée seule à titre personnel. D'autre part, nous on a toujours eu la vision que la pauvreté n'est pas une responsabilité individuelle. Bien sûr, on peut commettre des erreurs comme je viens de le dire, mais la pauvreté c'est aussi une construction qui émane de la manière dont notre société est organisée. Est-ce qu'on a assez de revenus? Est-ce qu'il y a du travail en suffisance? Est-ce qu'on a assez de considération? Est-ce qu'on a trouvé les services à temps pour se faire aider avant d'être dans une spirale qui conduit à la dégringolade? Est-ce que ces services sont allés vers les personnes en suffisance avant qu'on tombe dans une dégringolade, etc. Donc il y a des tas de questions qui sont à l'origine de la réalité que peuvent vivre des personnes sans abri. Est-ce que la vie a été rude avec les personnes et les a conduits à avoir recours éventuellement à de la consommation, etc. pour tenir ou pour oublier? Ou est-ce que parfois c'est la consommation qui a fait chuter durement? Mais donc l'ensemble de ces réalités-là ne sont pas uniquement de l'ordre de la responsabilité individuelle, mais d'un contexte global sociétal. Et donc c'est dans le cadre d'un contexte global sociétal et de solutions globales et
mise en place par la collectivité, et donc décidée par les autorités publiques et financée aussi par les autorités publiques, qu'il faut trouver aussi la réponse et la porte de sortie par le haut, pour sortir de cette réalité du sans-abrisme. Et donc, au réseau, on est assez choqué quand on voit à quel point il y a une capacité de multiplier les systèmes compensatoires. Donc, on va créer des abris de nuit, on va créer des abris de jour, on va créer des maisons d'accueil, on va créer des endroits où on va aller chercher de l'aide alimentaire, des endroits où on va pouvoir faire sa lessive. On voit aujourd'hui des infirmières de rue, on voit des dentistes de rue, on voit des médecins de rue, on trouve des solutions pour que des personnes sans abri puissent être accueillies avec leurs chiens, etc., etc. Et donc on voit une énergie incroyable déployée par des bénévoles, des professionnels, des gens affectés par la réalité de des conditions de vie des sans-abri, qui déploient, qui vont, qui essayent, qui organisent, etc., etc. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'en fait ça conduit quasiment à une espèce d'habitude dans le fait qu'on puisse vivre dans la rue, puisque dans le fond, il y a les endroits pour aller se rééquilibrer momentanément, les endroits pour ne pas être totalement perdu, les endroits pour pouvoir rester au moins en état de survie, etc. On ne peut pas s'habituer à ça. Allez, une société responsable, une société riche comme la nôtre, même si il y a des difficultés pour certains, ne peut pas se satisfaire de cette dynamique de fonctionnement social-là. Et donc on est convaincu au réseau wallon de lutte contre la pauvreté qu'il est possible, comme ça se passe dans d'autres pays d'ailleurs, et comme ça se passe à travers certaines initiatives prises chez nous, que certains ici qui sont dans la salle activent eux-mêmes, qu'il est possible en fait de renouer avec des conditions de vie décentes. Et on le sait, ce qui conduit à la pauvreté pour n'importe qui, mais pour certains ça conduit jusqu'au sans-abrisme, c'est de perdre des droits élémentaires et des droits de base. Alors, pour renouer avec les droits élémentaires et les droits de base et pour sortir du sans-abrisme, l'évidence c'est qu'il faut renouer avec le logement. Et au-delà du logement, il faut pouvoir renouer avec une écoute du rythme de la personne, de ses possibles, de comment ça va lui convenir, à quel endroit ça va lui convenir, de quelle façon ça va lui convenir, dans quelle temporalité ça va lui convenir. C'est aussi d'organiser un accompagnement qui sera adapté à sa santé physique, à sa santé mentale. C'est aussi de se demander, mais quel est le statut de cette personne? Est-ce qu'elle a pu renouer avec des droits? Comment vont faire les services pour aller vers elle de façon à constituer du droit? Comment vont faire les services pour ne pas ajouter de l'épreuve aux épreuves déjà vécues par les personnes sans abri? Dans la pauvreté, malheureusement, on connaît bien ça. Souvent, les personnes en situation de pauvreté sont encore davantage mises à l'épreuve par toute une série de services plutôt que l'inverse. Or, les épreuves qu'elles vivent du fait d'être dans la pauvreté, des raisons qui les ont conduites là, de la manière dont elles se battent pour survivre malgré tout, sont déjà suffisantes comme ça. Donc l'intérêt de la relation à l'organisation publique, aux associations, aux services publics, etc., c'est comment on va vers pour alléger les épreuves, pour constituer du droit, pour accorder de la confiance, pour donner de la crédibilité à la personne sur le cheminement qu'elle se sentira capable de faire pour changer dans sa vie et évoluer dans sa vie. Donc ça nous paraît, nous, extrêmement important de faire ces choix-là dans la société. Alors parfois, on pourrait craindre de prendre l'orientation de politique publique comme celle-là en y voyant d'abord tous les obstacles. Ça va être difficile de trouver du logement, est-ce que les gens vont payer, est-ce qu'ils vont tenir dedans, est-ce que le voisinage va accepter? Oui, mais les travailleurs sociaux qui, eux, ou les éducateurs ou autres personnes qui travaillent dans des maisons d'accueil, si on résout le sans-abrisme ou qui travaillent pour organiser des abris de nuit, des abris de jour, etc., est-ce qu'ils ne vont pas se sentir mis en difficulté par rapport à l'emploi qu'ils occupent, etc., etc. Mais ce sont de fausses questions tout ça, parce que si on décide à un moment donné, ce que font certains, de s'organiser pour trouver les solutions, eh bien
on trouve les manières de lever les obstacles. Et par ailleurs, même pour un ensemble de travailleurs qui aujourd'hui donnent beaucoup d'énergie à gérer le sans-abrisme plutôt qu'à l'éradiquer, pour un ensemble de travailleurs, pouvoir glisser progressivement vers un métier plus gratifiant, j'ai envie de dire, c'est-à-dire vers un métier où on voit que les gens peuvent se restabiliser, où on voit que les gens seront dans un certain confort d'existence qu'ils vont de redevenir fiers d'eux-mêmes, avoir envie de faire quelque chose dans la vie, se ressentir en connexion avec les autres, etc. Est-ce que ce n'est pas un métier qui progressivement pourrait devenir plus gratifiant que celui de voir passer des personnes qui viennent pour obtenir un service important pour le moment, hein. Je ne suis pas en train de dire que tous ces services doivent disparaître maintenant. Ils sont absolument indispensables pour le moment, bien sûr, mais en même temps, progressivement, il faut arriver à glisser vers des réponses nettement plus structurelles. Alors on va parfois nous dire, oui mais tout ça coûte cher, il faut beaucoup d'argent, etc., etc. Ça coûte plus cher de laisser les gens dans la pauvreté que de les sortir de la pauvreté. Et donc il faudra se le dire une fois pour toutes et décider de prendre ce chemin-là. D'autre part, on peut toujours se demander comment les moyens qui entrent dans les caisses de l'État y parviennent et à quels endroits il faudrait aller chercher cet argent, mais donc c'est très important d'aller dans ce sens-là. Ce à quoi on croit nous aussi au réseau wallon de lutte contre la pauvreté dans ce domaine-là, c'est l'importance de la conditionnalité de l'accueil en quelque sorte. Et la conditionnalité de l'accueil pour nous, c'est on démarre avec la personne là où elle se trouve, avec les forces qu'elle a ou qu'elle n'a pas, avec les difficultés qu'elle a, plus ou moins importantes, plus ou moins intenses, etc. Et on commence à accompagner à partir de cet endroit-là. Et l'accompagnement, eh bien, il va être relié progressivement à la capacité de renouer avec des droits un peu partout. S'il y a un endroit où il faut imaginer qu'il y a de la conditionnalité, j'ai envie de dire que c'est vis-à-vis des pouvoirs publics. Il faudrait que les pouvoirs publics se conditionnent pour mettre en place les moyens qui permettraient aux acteurs de terrain d'organiser cette inconditionnalité-là. Et la conditionnalité, c'est évidemment sortir des agendas surchargés des travailleurs. Aujourd'hui, dans des tas de services sociaux, j'ai envie de dire que ce n'est plus le rythme de la personne qui est écoutée, mais c'est l'agenda du travailleur, tant les acteurs du monde social sont envahis par une quantité de personnes en difficulté. Et donc ça dit aussi que, dans le fond, nos politiques sociales aujourd'hui sont souvent organisées autour de l'urgence. Et quand on les organise uniquement autour de l'urgence, forcément on n'invente que des solutions d'urgence. C'est-à-dire on invente des solutions sparadrap momentanées. On le voit, on est par exemple une société qui est toute organisée, j'exagère, mais où une forme d'aide à la lutte contre la pauvreté, c'est l'organisation par exemple de l'aide alimentaire. Alors on ne dit pas qu'il ne faut pas une organisation d'aide alimentaire aujourd'hui, puisque des personnes n'ont pas les moyens de pouvoir s'alimenter par elles-mêmes. Mais ce qui ne va pas, c'est quand l'aide alimentaire devient une réponse structurelle. Et c'est là qu'on a un comparatif, par exemple, avec la réalité du sans-abrisme que vous abordez aujourd'hui, c'est que là aussi, dans le fond, il y a longtemps qu'on est sur les réponses compensatoires en toute matière. Alors, moi je trouve qu'il y a un moment fort qu'on a découvert, c'est pas un moment fort qu'on a découvert, mais il y a un événement, la crise sanitaire, qui nous a traversés, qui est un moment qui était éloquent par rapport à la question du sans-abrisme. Pourquoi ? Parce que le réseau s'est retrouvé dans la task force urgence sociale de la région wallonne, mais aussi en différents lieux et avec des partenaires sur le terrain pour voir comment soutenir les populations les plus vulnérables face à cette crise du coronavirus, mais surtout face aux conditions de confinement et à toutes les conditions mises en place de façon à se protéger l'un l'autre dans la société face à cette maladie. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte dans ces multiples réunions que nous avons eues ? C'est que dans le fond, au moment où il s'est agi de confiner, donc tout s'est arrêté, on a confiné, il y a des difficultés sociales et des catégories sociales confrontées à ces difficultés sociales qui ont fait objet de beaucoup de discussions, parce que d'une certaine façon, elles étaient révélées avec plus de force
qu'elles ne l'étaient auparavant. C'est-à-dire elles apparaissaient comme une évidence dans la société de leur réalité, de leur existence, comme réalité, j'allais dire comme problème, mais je ne sais pas si c'est un problème, je crois que c'est plus une réalité. Et pourquoi? Parce que tout à coup, quand on confinait, on se disait on a confiné, donc on a dit à tout le monde de rester chez soi. Oui, le chez soi des sans-abri, c'est quoi? C'est quoi? C'est une tente, c'est rien du tout, c'est la rue, c'est dormir dans l'entrée d'une banque, c'est errer de chez l'un à chez l'autre. Oui, mais il faut absolument être mis à l'abri parce qu'il faut protéger le sans-abri, mais il faut aussi que le sans-abri cesse de circuler n'importe où parce qu'il faut qu'il protège les autres. Et il y a eu comme ça des tas de discussions en se disant mais où faut-il qu'ils aillent, etc., avec des solutions variables et multiples, hein, allant de louer une grande salle qui restait parfois très fortement vide parce que c'était pas l'endroit vers lequel les personnes sans-abri voulaient aller, c'était en méconnaissance partielle de la réalité du nombre de personnes concernées, c'était en difficulté par rapport au fait de oui mais qui va aller expliquer aux sans-abri en fonction de où ils se trouvent, où est cette salle, comment ça fonctionne, etc. C'était oublié que certaines de ces personnes ont besoin de consommation d'alcool ou de drogue, etc. Mais comment est-ce qu'on va gérer ça dans un lieu qui est plus collectif, etc. Il y a eu des solutions dans des hôtels. Il y a eu des solutions dans des parcs où les gens sont restés dans des tentes, etc., avec beaucoup d'énergie mise par souvent des citoyens, essayer d'informer, de conseiller, de donner des masques, etc., etc. Mais ce que ça a révélé, en quelque sorte, en tout cas à l'autorité publique, c'est toutes les questions inconnues par rapport à la réalité de ces populations-là dans notre société. Le nombre de personnes sans abri, où se localisent-elles, comment font-elles pour s'abriter, c'est quoi leur réalité de contenu de journée, hein, comment on organise sa journée quand on vit dans la rue, par quels endroits obligatoires passe-t-on, à quel endroit va-t-on se poser pour avoir de la monnaie, à quel moment touche-t-on sa pension ou son CPS, etc. Quelle est la crédibilité que les personnes sans abri peuvent encore accorder à l'État lorsqu'ils conseillent des choses, par exemple par rapport au Covid, dans la mesure où ils sont dans une forme d'abandon par rapport à leur situation, quel est l'état de santé mentale qui leur permet d'entendre, d'écouter, d'adhérer à quelque chose qui tombe comme ça sur la tête, etc. Moi je trouve que c'est un moment qui a été très très intéressant parce qu'il a été révélateur de vide, de manque, de manque de connaissance de certains aspects par rapport à la réalité, mais aussi où est-on outillé, où est-on plus outillé dans telle région de Wallonie que dans telle autre, etc. Et ça a mis en débat cette question-là. Moi, je trouve qu'il a été très intéressant, par exemple, dans la Task Force Wallonne Urgence Sociale, d'aborder ces questions-là, en tout cas dans les premières réunions, en présence de l'ensemble des cabinets ministériels, donc aussi des cabinets qui s'occupent d'économie, qui s'occupent d'environnement, etc., et pas seulement d'affaires sociales, parce qu'on a senti dans cette task force au début que c'était pas seulement par rapport aux populations qui vivent le sans-abrisme et l'errance, mais on a senti dans ces réunions-là que pour certains acteurs autour de la table, c'était un peu une découverte de la réalité ou des réalités de vie d'une partie des citoyens de notre société. Alors quand je dis ça, je ne dis pas que c'était une découverte totale, et c'est même sans aucun jugement de valeur. J'ai trouvé justement que c'était tout à fait intéressant qu'on puisse en parler à cet endroit-là. Mais ce qui a été révélé pendant ce temps-là, il faut s'en servir maintenant, il ne faut pas le laisser se réendormir, il faut se poser des questions sur comment concrétiser et avancer davantage vers la sortie du sans-abrisme. Quand on dit on n'en connaît pas bien la réalité, on ne connaît pas bien ces personnes en quantité, on ne connaît pas bien ces personnes en termes de qu'est-ce qui a composé leur vie, qui étaient-elles avant, qui sont-elles dans ce moment-là, que peuvent-elles devenir après, etc. Mais n'oublions pas qu'on manque d'informations, donc on le sait, certains d'entre vous, et nous en tout cas on y est favorable aussi, on pense que c'est nécessaire qu'il y ait
je ne sais pas si on doit appeler ça un observatoire permanent de cette réalité que vivent des personnes qui se retrouvent dans l'errance et dans la rue, hein, ou dans la vie chez l'un, chez l'autre, etc. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un observatoire, d'avoir des chiffres, de connaître des particularités, de voir dans quelle région c'est plus intense, etc., comment ça se vit dans une ville, etc. Mais c'est pour pouvoir prendre de meilleures décisions, en fait, et des décisions non pas pour contraindre les personnes à entrer dans un dispositif ou un cheminement qu'elles ne voudraient pas. C'est mieux connaître pour créer les dispositifs qui vont convenir au cheminement qui est possible pour elles, dans le soutien et avec le soutien qui leur sera nécessaire pour pouvoir cheminer. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui disent mais il faut aller dans le sens de la solution, un logement d'abord, de l'accompagnement, etc. Quand on entend des infirmières de rue qui non seulement vont soigner dans la rue, mais en fait s'organisent avec d'autres, hein, pour essayer de trouver du logement. Quand on voit des associations informelles dans différentes villes qui en fait s'organisent pour trouver du logement provisoire, une caravane, passer par un chalet, un abri chez une personne, etc. Et puis quand on voit des associations et des institutions, comme il y en a ici aujourd'hui, et notamment celles qui organisent, qui se disent mais à un moment donné, on ne doit pas toujours être sur le logement de transit avec les gens en difficulté, on ne doit pas toujours être sur le provisoire, on doit pouvoir construire avec eux aussi dans le définitif, en tout cas ce que la personne pense qui sera définitif pour elle. Les choses peuvent toujours être évolutives, mais à un moment donné, si la solution passe entre autres par un logement d'abord, eh bien il ne faut pas que ce logement on dise c'est pour 3 mois ou pour 6 mois ou pour 8 mois et puis on verra bien et puis on testera, etc., etc. Puisque la réalité c'est on a besoin d'un logement, on a besoin d'un toit. Puisque la réalité c'est on a besoin d'accompagnement permanent, puisque la réalité c'est on a besoin de référence à la santé physique, à la santé mentale, puisque la réalité c'est on a besoin de renouer avec des papiers, etc., eh bien il faut structurer les choses de façon à ce que tout ça ne soit plus transitoire, provisoire, momentané, par petits bouts, etc. Plus les gens sont fragiles dans la société, plus les droits à mettre en place pour leur permettre de retrouver un équilibre, de construire un nouvel équilibre en quelque sorte qui repose sur ces droits, plus ces droits doivent être solides, durables, pas momentanés. Mais plus ces droits ne doivent pas être imposés, plus ces droits doivent être garantis en suivant en quelque sorte le possible cumulé de la personne à se les réapproprier, ces droits. Mais il faut ouvrir la porte, il faut que ces droits existent, il faut que ça soit possible que la personne puisse se dire quand c'est le bon moment, quand je le sens, j'y vais. On avait un militant il y a quelque temps qui est décédé maintenant, qui disait moi en fait j'arrive à aller vers un service social en fait le jour où je suis fort. C'est le jour où j'ai une bonne nouvelle, je me sens fort dans ma tête, j'ai un peu d'énergie physique, etc. Alors j'y arrive et je me dis, je vais y aller et je vais aller frapper à la porte du CPS ou d'une autre institution. Et il nous disait, lui, au moment où je suis complètement affaibli, etc., j'ai pas la force, parce qu'il faut de la force pour ça. Et donc, c'est comment l'accès à ces droits, la boîte à outils en quelque sorte, doit être, j'ai envie de dire, disponible pour que le moment où ce sera opportun, et là, avec des professionnels qui entourent, etc., ça veut dire qu'ils peuvent être avec, et le moment où c'est opportun, eh bien, ce moment-là, il ne faut pas le rater. C'est le rendez-vous réussi qu'il ne faut pas rater. Parce qu'on le sait, hein, les personnes qui vivent dans la rue, et certains connaissent ça beaucoup mieux que moi dans la salle ici, malheureusement, souvent ont connu une multitude de rendez-vous ratés dans leur vie. Mais c'est des rendez-vous ratés de tout type. Ça peut être des rendez-vous ratés affectifs, des rendez-vous ratés dès la naissance, des rendez-vous ratés institutionnels, des rendez-vous ratés dans le maintien du lien parental, par exemple, lorsqu'il y a eu un placement très jeune et que ça a duré, et puis que peut-être les liens se sont estompés. Mais c'est aussi des rendez-vous ratés avec l'amour, tout simplement. Hein. Comment est-ce qu'on s'est senti aimé ou pas aimé dans la vie, mais des rendez-vous ratés aussi avec pas mal d'institutions, c'est-à-dire des personnes qui sont arrivées à un moment donné au contact des institutions, et puis c'est plutôt, j'ai envie de dire,
l'objectif, la temporalité et l'organisation de l'institution qui s'est imposée, j'ai envie de dire, à la réalité de la personne. Et là, on voit souvent qu'il y a des rendez-vous ratés et des grippages dans la société. Donc la sortie du sans-abrisme, c'est en fait arriver à renouer avec la réussite des rendez-vous entre les acteurs professionnels qui seront là à disposition, entre l'outillage des droits en place, du logement, des papiers, des revenus, etc., etc., et la rencontre avec la personne au moment où elle sera, j'ai envie de dire, dans cette dynamique et dans cette force. Alors la force, ce n'est pas être sorti de ses problèmes, hein, c'est simplement à un moment donné recroire suffisamment en soi et dans les autres pour renouer avec quelque chose qui va être porteur et qui va conduire à des conditions de vie plus favorables. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit au sein du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et donc en cela, nous, on insiste avec force pour que, au niveau wallon en tout cas, dans le plan de sortie de la pauvreté qui est encore en cours d'écriture aujourd'hui, parce que évidemment Covid, inondations, etc., les choses ont été reportées au fil du temps, mais dans ce plan de sortie de la pauvreté, en tout cas, était écrit avec ambition le développement d'une stratégie de sortie du sans-abrisme. Et assorti à cette phrase écrite dans le plan de sortie de la pauvreté, évidemment, il faudrait y ajouter des moyens. Évidemment, il faudrait y ajouter de la méthode. Évidemment, il faut y ajouter du soutien émanant des administrations. Et donc l'administration, notamment des affaires sociales à la région wallonne, était bien partie pour consacrer un temps important à cette stratégie du sans-abrisme. On espère évidemment que le soutien du gouvernement et de la ministre des Affaires sociales, mais c'est du gouvernement qu'il faut un soutien pour l'ensemble de ça, sera au rendez-vous. Bon, télescopées par les inondations aujourd'hui, les occupations des uns et des autres sont, j'ai envie de dire, détournées de cela. Mais ça étant, on le voit hein, dans le cadre des inondations, ce n'est qu'un exemple de plus pour montrer que dramatiquement aujourd'hui, dans les zones particulièrement sinistrées au niveau des inondations, il y a concurrence déjà aujourd'hui sur le fait d'accéder au logement, non seulement par rapport à des personnes sans abri, mais par rapport à des ménages qui devaient changer de logement, qui connaissent des expulsions, etc. Mais aussi dans le cadre de certains processus qui étaient mis en place avec les sans-abri. Donc on voit bien que la politique du logement joue terriblement dans les réponses et solutions à apporter. Mais dans ce plan, cette stratégie plutôt de sortie du sans-abrisme que l'on défend, nous, on se dit qu'il faut vraiment travailler très très fort à la prévention du sans-abrisme. Donc, quels sont les champs d'intervention dans lesquels on doit travailler en amont pour que des personnes ne connaissent pas cette réalité de vie dans la rue? Comment doit-on en effet mettre des dispositifs qui peuvent agir dans l'urgence pour que dès lors que des personnes arrivent dans la rue, elles puissent en sortir le plus vite possible? Et donc oui, il faut garder quelques dispositifs d'urgence. Mais ces quelques dispositifs d'urgence doivent être là pour très momentanément, parce que on le sait, la vie est faite d'événements tels que il y aura toujours des gens qui à un moment donné vont pouvoir trébucher jusqu'à ce point-là. Ce qu'il faut, c'est des dispositifs extrêmement rapides qui permettent d'en sortir. Et puis alors, surtout aussi, comment rapidement on intensifie les modèles positifs et constructifs qui montrent qu'il est possible de sortir de la rue, il est possible de renouer avec des droits, il est possible de vivre bien ce changement, et il est possible que des travailleurs et des professionnels aient une très grande satisfaction à mener ce travail-là. Donc voilà, on est sur cette palette de réflexion-là. Alors nous, on n'est pas en première ligne, on ne fait pas de l'accompagnement direct, mais on dialogue avec ceux qui font de l'accompagnement direct, mais surtout, on a du dialogue aussi avec les premiers et les premières concernés, donc des personnes qui ont connu le sans-abrisme. C'est sur base de ça qu'on met ça en œuvre. Alors ici, vous êtes dans un projet à la dimension d'une ville, de la ville de Namur. Moi, je pense que cette dynamique de stratégie de sortie du sans-abrisme peut tout à fait se décliner au plan d'une ville
être soutenu par une stratégie plus wallonne et bien sûr être soutenu également par les moyens fédéraux qui doivent s'articuler adroitement avec ces moyens régionaux et les dynamiques de ville. Et d'ailleurs, on peut même se dire qu'il y a des matières de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont directement concernées aussi par cette stratégie de sortie du sans-abrisme, puisque par exemple la politique d'aide à la jeunesse, dans l'arrivée à la sortie de l'aide à la jeunesse à 18 ans, comment mettons tout en place pour que les choses ne dérivent pas, ou bien si on pense aux maisons de justice, aux bracelets électroniques, etc., comment des choses sont mises en place aussi pour que ça ne dérape pas et que ce ne soit pas malheureusement parfois des passages par des institutions qui vont être des éléments déclencheurs de la désaffiliation sociale plutôt que de l'affiliation sociale. Donc on le voit, il faut une stratégie à tous les niveaux de pouvoir, mais s'articuler au plan local et à la dimension d'une ville, c'est également extrêmement important et c'est un des leviers clés de notre point de vue d'une stratégie globale. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est la forme d'une capsule, je ne sais pas si c'est très vivant de cette façon-là, mais je vous espère en tout cas des débats très très vivants et puis que l'on poursuive ensemble parce que ce qu'il faut c'est se coaliser pour arriver à concrétiser au maximum. Bon travail.